Bonsoir à tous pour ce webinaire que l'on fait depuis un peu plus d'un an à un rythme mensuel où on regarde un peu certains états du marché et les actifs du moment qui présentent un intérêt. Les actifs également que que vous m'avez demandé ce soir d'étudier et on les regardera. En général, la première partie du webinaire est consacrée à des analyses un peu plus économiques, un peu plus macroéconomiques même. Mais dans la préparation de ce webinaire avec la direction de World Data, Madame Walker m'a fait part de sentiments de certains des clients de World Data qui commençaient à s'inquiéter du niveau élevé des marchés et qui se demandaient est-ce qu'il y avait un risque de crack. Alors, donc j'ai modifié un petit peu ce que j'avais prévu de vous présenter. Donc, on va faire une première partie. Si je peux passer mon. Hop, et là. Voilà. Donc, on va faire une première partie qui sera donc une revue des marchés à moyen terme et on va s'interroger où vont les marchés, quels sont les éléments actuellement qui agissent sur les marchés et eh bien, on va se poser la question d'un risque de crack. Y en a-t-il un? Pour ceux qui s'inquiètent, et pour tout le monde d'ailleurs, on regardera quels sont sur les principaux actifs de marché, les indices en particulier, on verra quels sont les niveaux qui invalideraient les tendances haussières. Ensuite, donc, on fera une analyse d'un certain nombre d'actifs que j'ai classés en quatre catégories. On regardera trois sociétés du secteur du luxe qui a connu lui aussi, et même avant ce qui s'est passé en début enfin, la semaine dernière, qui a connu une consolidation significative. Le secteur de l'auto, on verra trois actions du secteur de l'auto, deux actions ou trois actions du secteur pétrolier, deux actions du secteur pétrolier et puis d'autres que j'ai trouvées intéressantes ou que vous m'avez demandé. Alors, on va commencer par regarder un certain nombre d'indices. On va regarder le S&P 500, le CAC, donc le S&P pour les États-Unis, le CAC pour la France et pour l'Europe, parce que la majorité ou pratiquement tout le monde d'entre vous regarde le CAC. On va regarder ce qui se passe en Asie. Et ça va être un des éléments qui agit actuellement sur les marchés. On va voir le Nikkei, l'indice chinois de la bourse de Hong Kong qui est le Hang Seng, et le Nifty qui est la bourse indienne, l'Inde. On va regarder comment évoluent les taux long terme, puisque eux également agissent sur les marchés. On va regarder le CAC, le GBP USD et l'euro-dollar. Et enfin, gold et cuivre, avant d'attaquer les actions dont on a parlé. Voilà. Alors, on va regarder nos actifs avec plusieurs écrans successifs. On va regarder d'abord, on va voir dans la majorité des cas la vision en hebdomadaire. Après, on va descendre en quotidien et on va regarder avec deux des logiciels qui sont les logiciels que j'utilise à titre personnel le plus chez World Data et sur lesquels je fais également des formations chez World Data qui est le logiciel de VBA et le logiciel Ishimoku Pro. Alors, le S&P, donc on voit depuis, là on est depuis fin 2019, début 2020, on est sur 2 ans, et on voit qu'après cette période très délicate, 17 février, 17 mars 2020, qui a été la baisse liée à la pandémie, eh bien, le S&P, qui était descendu à peu près à 2200, à peine, hein, 2000, oui, 2200,
a vu son cours multiplié par 2 en un peu moins d'un an et demi. Et avec une évolution qui a été avec de peu de consolidation, peu. Regardez, on a eu une première, effectivement, à l'automne de l'année dernière, on a eu une période d'hésitation, on a eu une consolidation à plat qui a duré de la mi-août jusqu'au début novembre, hein. Donc on a eu 2 mois et demi. Après, on est reparti. Mais regardez, les consolidations, c'est ça. C'est ça. Alors, et c'est ce que l'on a connu actuellement. Donc, on a en permanence des petites consolidations, mais des consolidations qui ne mettent pas en péril le mouvement. À part celle de l'actuelle, la précédente consolidation importante, c'était de l'ordre de 5 à 6 également, hein, et celle qui s'est produite en mai. Et le niveau correspondant ici, hein, qui est à 4080, oui, 4080, donc est un niveau important puisque en vision moyen-long terme, puisqu'on est un hebdomadaire, je peux considérer aujourd'hui que c'est le euh, dernier creux dans le mouvement ascendant. Ça veut dire que si on casse ce dernier creux, on a invalidé la tendance haussière, on n'est pas pour autant passé en tendance baissière. Après, il faudra voir le mouvement qui, si on cassait 4080, comment s'organise le mouvement de baisse. Mais tant qu'on n'a pas cassé 4080, le mouvement de moyen-long terme n'est absolument pas menacé. On va regarder maintenant ce qui se passe en jour, en bougie quotidienne, et on va regarder sur une période plus courte, hein, puisque là, je suis depuis le mois de mai. Alors, effectivement, là, on voit nos consolidations, qu'on voyait en fait pratiquement pas lorsqu'on était en hebdomadaire, celle-ci, celle-là, celle-ci, oui, absolument. Et puis, donc, la précédente, donc, qui était au mois d'août. Et puis, finalement, celle qui est la plus importante, c'est celle qui vient de se passer. Elle s'est passée, si vous avez, je pense, pratiquement tout suivi l'actualité, la crainte qui est à l'origine de cette consolidation, et en fait quelque part de la profondeur de cette consolidation, c'est l'éventuel défaut d'un très gros promoteur chinois qui s'appelle Evergrande, qui était extrêmement endetté et qui, 300 milliards de dollars, et qui eh bien, risquait de ne pas faire une de ces échéances importantes qui devait se situer hier ou avant-hier. Donc ça, c'est une grosse inquiétude, parce que, qui plus est, un certain nombre de grosses structures, comme le plus gros fonds mondial qui est BlackRock, était très exposé il y a Evergrande. Donc là, ça a été un peu le branle-bas de combat, et il y a un phénomène d'inquiétude qui a entraîné, cette baisse, hein, et on est descendu ici jusqu'à 4300 en venant de 4530. Ça fait 230 points, en fait ça fait 5 à 6%. Donc on est de toute manière dans des proportions de consolidation qui sont toujours relativement modestes. Dans cette consolidation, on a ouvert un gap ici entre 4110, 4400, pardon, 4000, pas 4100, 4400 et 4430. On a eu des informations qui ont été positives, notamment dans la nuit d'hier à avant-hier, comme quoi Evergrande avait finalement remboursé au moins une de ses échéances. Et on voit à l'heure actuelle, là, puisqu'on est en temps réel, eh bien que le gap qui a été ouvert lundi, hein, celui-là il est du 20, oui, qui a été ouvert lundi, eh bien, il est désormais comblé. Alors, moi, j'aime bien au niveau des gaps qu'ils soient comblés en clôture. Je me méfie toujours de petits écarts de marché
qui font des comblements en intraday et qui en fait donnent des niveaux sur lesquels les vendeurs reviennent à la charge de manière massive et les acheteurs n'y croyant pas trop, eh bien on se replie. Donc quand un gap est comblé totalement en clôture, ça veut dire que le mouvement qui avait été la cause de ce gap, les conséquences n'existent plus. Alors, on parlait en même temps justement des éléments qui influent sur le marché. Le cas d'Evergrande est intéressant et ce qu'il représente en fait est un des éléments importants qui va guider les marchés dans les périodes qui viennent. Evergrande, comme on l'a donc expliqué, donc c'est un promoteur, même s'il a fait un certain nombre d'investissements en dehors un petit peu olé olé, en fait s'est trouvé dans une situation où, eh bien, il avait, je crois, quelque chose comme 7 millions de logements qui étaient inoccupés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les 30 glorieuses chinoises, hein, depuis les années 80 notamment, euh, effectivement, on a eu en Chine à la fois un exode rural extrêmement important qui a propulsé des centaines de millions de personnes dans les villes. Donc il y a eu un mouvement de construction absolument phénoménal, construction d'usines, construction de logements, et le rythme de construction était sur des bases d'abord d'une croissance à deux chiffres, puis ces dernières années d'une croissance aux alentours de 7-8%. Et puis, bien, le phénomène de logement vacant à ce niveau est à mettre en parallèle d'un exode rural qui ne continue plus, ce qui veut dire que le marché intérieur, qui était un des éléments d'évolution de la production chinoise, eh bien, ce marché intérieur, il n'était pas amené à être autant en croissance que précédemment. Et donc, on a la probabilité de voir maintenant en Chine des taux de croissance eh bien, qui risquent de se situer à 5%, 4, 3 en dessous. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, à savoir, eh bien, ces logements vacants montrent que ce mouvement qui a duré une trentaine d'années est peut-être en train de se terminer, que le marché, que les Chinois vont moins compter que précédemment sur le marché intérieur pour vendre cher, puisque ce qu'a fait la Chine pendant 30 ans, ça a été on vend cher en Chine et on vend pas cher à l'étranger. Et la vente à l'étranger permet également de se procurer des devises comme le dollar et comme l'euro. Donc, on a premier élément qui peut influer sur les marchés dans le futur, c'est un taux de croissance de la Chine qui va être inférieur à ce qu'il était. La nature ayant horreur du vide, on va voir tout à l'heure effectivement l'indice chinois, mais on va voir l'indice indien parce que lui, il n'a pas du tout cette même problématique. On va regarder rapidement ce que cela donne avec le logiciel VBA. Donc on voit que les bandes de Bollinger on arrive un peu vers un sommet. Elles avaient commencé à se refermer même. Là, elles commencent à se réouvrir, mais la bande basse se réouvre un peu plus, mais de manière timide. Ça veut dire que, aussi, vu d'aujourd'hui, on ne peut pas espérer aller bien au-delà de 4537 qui était le plus haut sommet, le plus haut sommet historique en clôture. On a un niveau que j'ai indiqué ici sur le S&P qui est très important, qui est 4480. 4480, c'est ici. Je vais essayer d'élargir un peu. Voilà. 4480, vous voyez que c'est ici, pardon, c'est le dernier sommet avant le sommet ultime. Donc 4480 aurait été normalement dans la consolidation un niveau d'achat. Donc le point important maintenant, c'est de reprendre 4480. Si on reprend
ce niveau. Et puis vous voyez que également, pendant plusieurs jours ici, on a essayé de refranchir ce 4480 et on n'y est pas parvenu. Donc, premier signe qui sera un signe très positif, c'est le fait de franchir 4480 en direction de 4537. Alors, ce qui se passe là également, autre élément qui influe sur les marchés, c'est que globalement, les grosses mains, les gros fonds, eh bien, ils ne sont pas inquiets pour l'instant. Euh, ils, euh, euh, il y a eu des ventes qui se sont faites de la part des grosses mains, mais des ventes tout à fait secondaires. Ces consolidations se sont faites avec un peu de volume, mais sur peu de jours. Donc en fait, il y a eu relativement peu de sorties. Les grosses mains ont d'une manière générale conservé le gros de leur position, même si elles ont allégé un petit peu. Donc, il n'y a pas, pour l'instant, près des grosses mains, une inquiétude. L'inquiétude de leur part, on le verrait si on était dans une phase de range où on pourrait se dire, oh là là, attention, les grosses mains sont en train justement de passer la main, on est dans une phase de distribution, ils sont en train de vendre une partie de leur position, à ceux qui, eh bien, seront un peu les dindons du système. On n'a pas pour l'instant ce phénomène. Donc, et on l'aura d'autant moins que on aura franchi en clôture journalière, on aura franchi les 4480. On va regarder rapidement ce que dit Ishimoku. Ben, Ishimoku dit que, eh bien, on est en train de franchir sur une très belle bougie aujourd'hui. On est en train déjà donc de fermer le gap. On est en train de franchir le niveau de la Kijun et on a un petit niveau intermédiaire sur lequel on est en train de batailler à l'heure qu'il est. Je vais le mettre ici, qui est à 4456 et qui est ce niveau de plat de Kijun qui fait un petit peu résistance pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat qui est à votre disposition. Et de toute façon, je vous solliciterai tout à l'heure. Mais si vous avez des questions sur ce que je présente, posez-les-moi en direct. Alors là, on est passé sur le CAC 40. On va regarder en semaine rapidement. Voilà. Alors là, on est également sur une période beaucoup plus longue. On a ici le crack. Là, c'était un vrai crack, de fait, de pandémie février-mars. Et puis, depuis, on a repris une tendance haussière propre, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un long plus haut, un plus bas, toujours plus haut, un que le précédent plus bas, un dernier ici plus haut pour l'instant, une consolidation, mais la consolidation s'est arrêtée bien avant le précédent plus bas. Donc, pour l'instant, la tendance de long terme haussière n'est en aucun cas menacée. On va passer en quotidien et on va regarder ce qui s'est passé dans une période un petit peu plus récente. Alors, donc on a eu cette consolidation à peu près dans tous les mêmes indices du mois de juillet. Après redémarrage d'un rallye entre fin juillet entre 6250 et 6910. Donc on a eu pratiquement 10% en un mois, à nouveau 10%, un 20% bon poids depuis le début de l'année. Et puis on a eu un premier niveau, une consolidation qui paraissait partir de manière assez forte, qui s'est vite arrêtée. Et vous voyez que l'on a créé une oblique baissière, une oblique négative, et qui nous a amené jusque la dernière consolidation à pratiquement 6400. Et vous voyez ce jour-là, donc le 20 septembre, le 20 septembre, c'était lundi, donc un doji, une figure d'incertitude. Et vous voyez qu'on est en train, depuis mardi, mercredi, aujourd'hui, on n'a fait qu'enchaîner des nouveaux gaps. Alors on dit le premier, souvent, c'est un gap d'impulsion, le deuxième de continuation et le troisième d'essoufflement.
Alors, est-ce que l'on est sur un gap d'essoufflement? Eh bien, c'est le futur qui nous le dira. Il faut noter également, court terme, un petit gap ici entre 6710 et 6720. Petit gap qui a été comblé uniquement en mèche, mais qui n'a pas été comblé en clôture. Et vous voyez que ce soir, on n'a pas réussi, on a un doji, on a une bougie d'incertitude, incertitude positive puisqu'elle est verte, mais on n'a pas réussi à franchir ce gap résistant. Qui dit consolidation dit retracement de Fibonacci, donc que j'ai mis là. Et on voit que, chose importante, et qui renforce le poids de ce gap, qui était un gap baissier, c'est que le retracement 61,8 passe exactement sur le gap, 6720. Donc, ce niveau est particulièrement important pour les jours qui viennent, puisque ceux qui ont suivi les formations que j'ai faites sur, euh, sur Fibonacci, un Fibo expert, il a expliqué que et pourquoi le fait de franchir à nouveau le 61,8 augmentait de manière considérable la probabilité de revenir à l'origine du mouvement, c'est-à-dire ici à 6914. Donc il est très important de pouvoir franchir dans une clôture quotidienne ce niveau de 6720. Alors, on ne va pas aller, si on le franchit, on n'ira pas en ligne droite, hein. Il y a également ici un gap entre 6880 et 6890. On a un dernier gap ici qu'il faudra franchir. Donc, les niveaux à surveiller, c'est dans le mauvais sens qui serait euh, comment dire, l'invalidation de la tendance haussière en daily à 6395 et 6250 avec une vision long terme. Donc voilà les niveaux. Si on les casse, eh bien le risque c'est tout simplement d'invalider la tendance haussière à moyen terme puis à long terme. Donc tant qu'on n'a pas cassé ces niveaux, on est toujours bien en tendance haussière. Puis après, si tout va bien, on continue vers 6914. Bien entendu, je vous donnerai à la fin, je vous donnerai quel est mon point de vue à titre personnel. Pour l'instant, on décrit les éléments. Donc euh, on a vu les États-Unis, on a vu l'Europe ou la France, puisqu'on est à peu près dans le même système. Maintenant, on part en Asie. On part en Asie avec le Nikkei 225. On va passer en semaine. Voilà. Et on est toujours dans les mêmes périodes, hein, avec, voilà, avec eh bien, la grande baisse pandémie. Et depuis, on est passé de 16 000, 16 400 à près de 31 000, quasiment un doublement du Nikkei, avec juste une phase de ralentissement ici, avec des petites consolidations à plat. Et puis, on est rentré dans une phase de consolidation en forme de drapeau entre les mois de février et très récemment, hein, et le mois d'août. C'était limite, hein, pour un drapeau en termes de temps. Euh, mais bon, on est sorti assez violemment, hein, en hebdomadaire du drapeau. Et puis, le Nikkei, à l'heure actuelle, donc la semaine dernière, au mois de février, a créé des nouveaux plus hauts historiques. Donc, on a, côté japonais, on a une évolution qui est à peu près semblable à celle de l'Europe et des États-Unis, où on est quand même en train de tutoyer les plus hauts. Maintenant, on va regarder, on va aller en Chine, et on va regarder, alors il y a deux indices, hein, chinois qu'on regarde généralement. Il y a l'indice de Shanghai et l'indice de Hong Kong, le Hang Seng, et c'est lui qu'on va regarder. On va le regarder, là on est en semaine. Alors, vous voyez que alors,
la période pandémie, elle est là. Vous voyez qu'on n'a pas du tout la même configuration que pour les indices français, américains et japonais. Parce que d'abord, on n'était pas sur des plus hauts historiques, bien au contraire. Lorsque est passée la pandémie, on était déjà en tendance baissière au niveau des indices chinois. En général, la bourse anticipe de 6 à 18 mois l'économie réelle. Donc la bourse était déjà en tendance baissière. Le phénomène de pandémie n'a fait que creuser un nouveau mouvement de baisse. Et comme tout le monde, par contre, eh bien, à partir de mi-mars, on est reparti vers le haut, hein, 16 mars, on est passé de 21 000 à 31 000. On n'a pas doublé comme sur les autres. Donc on a eu plus haut, plus bas, plus haut, un plus bas, plus haut, un plus haut considérablement plus bas. Et par contre, là maintenant, depuis ce niveau-là, on a cassé le dernier plus bas euh, historiquement dans le mouvement haussier. Et actuellement, le Hang Seng est en tendance baissière. Donc voilà, on a un phénomène qui est complètement différent de ce que l'on a sur l'Europe et sur les États-Unis. Dans un cas, on a des espérances de croissance Europe-États-Unis qui sont plutôt favorables. Le, euh, je crois que c'est je ne sais plus qui, si c'est l'ONU, l'OFCE, qui a relevé également les prévisions 2021 de croissance de la France. Aux États-Unis, on a une croissance qui pour l'instant se porte bien. On revoit le phénomène chinois, ce n'est plus la même chose. Ceci dit, pendant cette baisse, depuis le mois de mars, ben, les indices européens et américains ont continué à progresser. Par contre, les équilibres économiques de production et commerciaux ont changé depuis cette période. Et la Chine, entre guillemets, n'est plus ce qu'elle était. On va voir le dernier indice action qui est, si je le retrouve, il est là. Alors lui, c'est l'indice indien. Alors lui c'est une fusée Ariane, hein. Lui, c'est une fusée Ariane. Lui, il ne connaît pas de crise, pas d'inquiétude. Donc, on était au moment de la pandémie sur une tendance haussière, un petit peu plate, hein, certes, mais enfin, pas avec une grosse pente. On a eu effectivement la baisse de pandémie, et depuis, on est passé de 7000, 7500 à 17 600. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 2,5 la valeur de l'indice, avec toute petite consolidation ici, un petit peu plus ici. Et puis vous voyez que encore dans un passé récent, eh bien on ne consolide pas. On ne consolide pas. On va regarder en quotidien. Voilà le daily hein, sur une période récente. Alors on a eu une petite consolidation à plat au printemps. On est monté par marche. On a fait une impulsion haussière, une consolidation à plat, une petite impulsion haussière, une petite consolidation à plat. Et puis, ben, pour l'instant, on est quand même très, très haussier. On est venu, si on peut même pas appeler ça une consolidation, où on est passé de 17 000, de 18 000 à 17 600. On a perdu à peine 2%. Donc, on a l'impression aujourd'hui que l'économie qui est en train de prendre pas prendre le leadership, on en est encore bien loin, mais qui est en train, elle, d'être peut-être la Chine d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans, eh bien, c'est l'Inde. Donc, vous voyez, on a fini avec les indices actions. Alors, ce qu'on voit sur ces indices, c'est qu'il n'y a aucun, pour l'instant, sur les indices, aucun signe avant-coureur de, de ce qui pourrait être un crack. Alors, j'y reviendrai à la fin je dirais, des éléments d'indice globalement. On va regarder maintenant les taux d'intérêt américains. Alors, les taux, je les ai quand voilà, je ne les ai qu'en clôture quotidienne. Et on va passer en hebdomadaire déjà. Et il s'est passé des choses aujourd'hui que je n'ai pas sur le graphique.
Voilà. Alors, c'est un graphique que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises avec trois zones qui sont des zones que j'ai fait, comment dire, un peu artificiellement. Lorsqu'on a eu une grande baisse des taux 10 ans américains, où on était allé de 3,320 à 0,6 entre la fin 2018 et les plus bas qui ont été en août 2020 à 0,6, 0,7, on a eu une consolidation à plat entre le mois de juillet 2019 et le mois de mars 2020, donc quand même 7 à 8 mois de consolidation à plat. Et on est resté pendant très longtemps dans une zone basse, et puis on est reparti. Alors j'ai fait à peu près trois zones. Une première zone qui va justement des 0,7 jusque vers le bas de la consolidation, à 1,45, qui est une zone que je qualifierais de taux bas, qui est une zone de taux correspondant à une politique monétaire expansionniste et correspondant à une croissance modérée. Une deuxième zone qui couvre la profondeur de la zone de consolidation, c'est-à-dire entre 1,45 et un petit 2 qui est la zone à peu près normale dans laquelle on devrait se trouver à l'heure actuelle pour avoir un équilibre entre un marché obligataire et un marché action, et puis des niveaux de taux tout à fait supportables pour les entreprises. Et puis une zone au-dessus qui est en gros entre 2 et 3%, qui est ce que j'appelle, enfin moi que j'ai appelé en fait une zone de danger. Pourquoi c'est une zone de danger? Parce que ça commence à représenter des taux qui ne sont plus négligeables pour les entreprises, puisqu'elles entraînent, même si c'est du long terme, eh bien, c'est un frein à l'investissement. Donc, c'est négatif pour l'économie. Deux, eh bien, on est toujours sur des tendances. Lorsque l'on commence à dépasser, on ne sait pas quand on s'arrête. Au-delà de deux, le risque, c'est de ne plus contrôler les mouvements. Et là, on est dans une zone de danger. On voit qu'on est rentré. Alors, les taux sont remontés aux États-Unis à partir du moment où le marché a quelque part entériné la victoire de M. Biden à la présidentielle du mois de début novembre et pour tenir compte du programme de M. Biden, qui était un programme d'investissement extrêmement important, puisqu'on était en milliers de milliards de dollars. Et donc, eh bien, ben, il fallait que cet argent qui allait soit rémunéré, qui allait vers l'investissement public, eh ben, il fallait que cet argent soit rémunéré. Et on est monté globalement jusqu'au plus haut, ici, jusque vers 1,75 qui aujourd'hui est une résistance. On se replie depuis jusque vers un niveau qui, lui, est fondamental, c'est 1,18. Vous voyez que c'est le bas du gap qui est maintenant comblé, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. C'est également le niveau qui a fait support il y a quelques semaines. Descendre en dessous de 1,18 serait aussi un signe que ben, l'économie va pas si bien que ça. Alors, je n'ai pas, je suis en hebdomadaire, donc je n'ai pas le daily. En fait, aujourd'hui, on est remonté, on était il y a une heure, on était à 1,40. Donc, on est en train de se rapprocher du 1,45, de la zone que je considère comme normale. Donc, au niveau des taux, pour l'instant, il n'y a rien que de très normal, de très logique par rapport à la situation économique, par rapport au niveau de croissance. On est dans ce que j'appelle une zone, ben, la zone de confort. On va regarder rapidement l'euro-dollar. On est toujours en hebdomadaire. Voilà, on est sur période plus longue. Donc on a eu une période donc, de forte décroissance où on est allé quasiment à l'approche de la parité au mois de février. On était à 1,0. 1,0, j'ai du mal à dire, 1,06, 1,06, et depuis, eh bien, tendance haussière, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, et là, eh bien, la tendance haussière est pour l'instant invalidée, puisqu'on a refait un plus haut, plus bas que le précédent, on a fait un plus bas ici, plus bas que le précédent, donc on n'est pas encore passé, on n'a pas encore cassé la tendance haussière, puisqu'il faudra
casser le plus bas ici, le dernier plus bas dans la montée, c'est-à-dire à 1,16, la rupture d'un 16 pourrait accélérer le mouvement de baisse. Pour l'instant, on est en consolidation d'une tendance haussière et on invalidera la tendance quand on casse un 16. On va regarder l'or rapidement et le cuivre. Le cuivre qui est ici, donc métaux industriels. Alors, on est toujours là en hebdomadaire. Donc, on voit, je suis remonté là également jusqu'à 2018. On était dans une période pendant laquelle, eh bien, les matières premières industrielles, hein, d'une manière générale, étaient en tendance baissière. Et depuis, eh bien, le mois de mars, la mi-mars 2020, là également, les matières premières sont reparties. Excusez-moi, j'ai un petit problème à l'œil. Voilà, pardon. Donc, cette période-là, vous voyez que le cuivre est passé donc, de 4006 à un peu plus de 10 000, donc une multiplication 10 007. Donc, une multiplication par quasiment 2,5. Et ça, c'est très important parce que le cuivre est tout à fait représentatif, excusez-moi, je suis désolé, est tout à fait représentatif des métaux industriels. Les autres, que ce soit l'aluminium, le platine ou autre, ont eu des évolutions à peu près similaires. Et on voit là une des causes d'un problème, bon, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, qui est le problème de l'inflation, qui est un des points qui va être un des éléments qui va être important dans l'évolution des marchés. Eh bien, on a un premier phénomène euh, qui se ressent surtout depuis qu'on a franchi ce dernier niveau ici hein, à 7200, eh bien, renchérissement des matières premières égale renchérissement des coûts industriels. Donc, et ça, c'est un facteur d'inflation, au moins au niveau des prix industriels. Et effectivement, on a vu, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, une augmentation des prix à la production qui est très importante. En Chine, les dernières sorties de statistiques étaient proches des 10% en annuel. Alors, bien entendu, il faut toujours regarder quelle est la période de référence. Donc, on a de toute manière une augmentation très forte de ces prix. Il faut regarder quand même, faire attention à une chose. Ici, vous voyez l'éventuelle formation d'une figure d'analyse technique qui est très connue. Alors, je vais vous laisser le soin pour vous faire participer un peu, mais après, je vous passerai la parole. Quelle est la figure qui peut être en train de se tracer? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y a des analystes techniques avertis parmi vous? Oui, Jean-François, oui, tout à fait. Ben, c'est tête-épaule, tête-épaule. Absolument, une ETE. Alors ça, c'est important. Jean-Marie, non, elle n'est pas inversée. Une tête-épaule inversée serait une tête-épaule est une figure de retournement baissier. Une tête-épaule inversée est en fin de baisse et c'est une figure de retournement haussier. Donc là, on est en fin de mouvement haussier, donc c'est une figure de retournement baissier. Donc, alors, la zone ici, qui est la zone de 8640-8780, est une zone tout à fait importante et qu'il faut absolument regarder parce qu'elle sera tout à fait symptomatique de ce qui risque de se produire au niveau des matières premières et donc derrière au niveau des prix de revient industriels des produits. Si on casse cette zone, qui est à la fois la ligne de coup de l'épaule tête-épaule et en plus c'est une zone de gap ici. Alors ça, la rupture de cette zone serait un signe négatif euh, par rapport à cette notion d'inflation, de prix industriel, et on voit que eh bien, l'objectif de l'épaule tête épaule, c'est cette zone de range hein, ici que l'on a eu, donc à 6860.
Alors, le fait de casser ce niveau voudrait dire que eh bien, le marché est moins demandeur de cuivre. Ça voudrait dire que ce serait un élément qui montrerait que, eh bien, un élément avancé qui montrerait que la croissance des mois qui suivraient la rupture de ce niveau, eh bien, serait plutôt orientée à la baisse. Donc, autre élément donc, à surveiller par rapport à la conjoncture, hein, et la conjoncture même à plusieurs mois, puisque les matières premières, c'est quand même aussi industriel, c'est quand même aussi un peu un indice avancé eh bien, de la situation économique et de la croissance. Le dernier que l'on va voir dans les indices, ça va être l'or, rapidement. Ce qui est assez intéressant, surtout si je le trouve, il est ici. Voilà. Donc l'or, alors on a eu, lui, depuis mi-2018, donc on a eu un rallye tout à fait important également, hein, puisqu'on est passé de 1100, ouais, on était à 1100, 1140, je crois, de mémoire, hein. 1150. On est passé de 1150 à une pointe à 2080, quelque chose comme ça. Donc pas loin d'un doublement avec un mouvement assez fort, avec une consolidation tout à fait significative ici au mois de mars 2020, pendant la période de pandémie. Et puis donc on a inscrit un plus haut au mois d'août, hein, de l'année dernière à 2080 de mémoire, ouais, 2073. Et puis depuis, eh ben, on est en consolidation. Donc on a au niveau de la tendance, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Et là, on n'a pas fait de plus bas. Donc on est plutôt maintenant dans une zone d'attente. Alors, dans la tendance à long terme, le dernier plus haut en hebdomadaire dans la tendance, c'était cette zone, 1670-1680. La rupture de cette zone serait une rupture long terme au niveau de l'appréciation de l'or. On va passer en daily et on va passer. Alors, je vais venir. Voilà. D'abord, c'est un peu. Là, donc avec VBA. Alors, j'ai indiqué une zone, on la verra tout à l'heure un petit peu mieux avec Ishimoku, qui est une zone qui est, c'est pas tout à fait une zone de range, mais on verra en Ishimoku que ça a une grosse signification. Donc on est actuellement plutôt sur une phase d'attente avec un petit coup de Jarnac pendant le mois d'août où on est venu rechercher justement cette zone qui est la zone majeure de support de la tendance haussière de long terme, qui est eh bien 1670, hein, 1670, 1680. Et là, je pense qu'il y a un nombre très important de stops qui ont dû lâcher. Et effectivement, la logique par rapport à ce mouvement, qui n'a pas été par hasard, a fait qu'on est reparti vers le haut. Les stops ayant sauté, il ne restait plus qu'à acheter. Alors, l'or ne progresse plus et l'or est quand même un indice un peu de l'inquiétude des intervenants, qui est, eh bien, l'or, lui, euh, il ne se dévalue pas, il y a pas, il peut y avoir des cracks sur l'or, mais l'or est considéré comme un actif de sécurité et de réserve. Pour l'instant, eh bien, on va dire que le marché est mimi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ruée vers l'or, ni vers le papier, ni vers l'or physique. Il y a eu un certain nombre d'achats significatifs de quelques banques centrales pour se couvrir, mais on ne peut pas dire que l'or actuellement est dans une vraie tendance haussière. Donc marque que globalement, le marché n'est pas en mode inquiet. On va regarder l'or en Shimoku. Je vais dézoomer, j'ai zoomé, voilà. Donc là, on voit c'est la zone dont je parlais, qui est limitée vers le haut par ce très long plat ici
de plat de SSB, donc de haut du nuage, qui est un niveau tout à fait important, tout à fait majeur, qui est 1833 dollars l'once. Et puis, vers le bas, une zone qui a été à plusieurs reprises une zone de soutien, que moi j'ai indiqué à 1763. On pourrait l'indiquer aussi à 1756. Ça n'a pas une grande importance, mais ça montre qu'on a une zone ici, on va dire 1750-1830, qui est à peu près la zone d'équilibre actuelle, qui traduit un sentiment, je veux dire, pas forcément très acheteur, pas forcément très inquiet de la part des investisseurs et même des investisseurs institutionnels. Le risque, comme je l'ai dit, c'est de casser 1680 et le franchissement de 1833 sera un indice effectivement de demande sur l'or avec des niveaux au-dessus importants, 1860, 1874 et 1907, avant, bien entendu, plus tard les le plus haut historique à 2073 dollars l'once. Donc on a fini avec la première partie de ce webinaire. Donc en fait, si on regarde l'état des marchés, qu'est-ce qui influe aujourd'hui? Un sentiment qui est un sentiment euh, où les acteurs importants, les grosses mains, pour l'instant, n'ont pas peur. Le VIX, donc l'indice de la volatilité sur le S&P 500, euh, est faible, hein, il se balade aux alentours de 18 à l'heure actuelle, alors qu'on a connu des périodes à 40, 50, quand on avait des périodes très très chaudes de forte consolidation. Pour l'instant, il n'y en a pas à l'horizon. Les grosses mains sont globalement sur tous les investisseurs qui sont en position depuis, eh bien, depuis mars 2020 sont gagnants. Alors, sont gagnants, mais beaucoup gagnants. Donc, quand on est beaucoup gagnant, on commence un petit peu à s'inquiéter de son portefeuille, parce que c'est terrible quand on a eu un beau portefeuille, eh bien, de perdre une partie de ses gains parce qu'on n'a pas vu arriver un crack. Donc aujourd'hui, on l'a vu, on a donné les niveaux sur les principaux indices, il n'y a pas de signe avant-coureur d'un crack. Il y a de temps en temps un petit peu de comment, des mouvements d'humeur, hein, comme ce que l'on a eu aujourd'hui, enfin, en début de semaine et en fin de semaine dernière avec le promo Evergrande, le promoteur chinois. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dessaisissement, il n'y a pas de figure qu'on appelle en analyse technique, de figure de distribution qui montre que eh bien, les grosses mains sont en train, discrètement, petit à petit, de céder une part significative de leur portefeuille et ben, laissent un peu les derniers acheteurs du marché qui sont les derniers rentrés et qui vont être eux-mêmes, qui vont être les, excusez-moi un peu le terme, un peu les dindons de la farce. On n'est pas actuellement dans cette situation. Alors, bon, je ne sais pas ce qui va se passer hein, dans les semaines et les mois qui viennent, mais ce que l'on peut au moins indiquer comme élément de réflexion, c'est que les principaux indices ont encore cette année, pour l'instant, hein, c'est pas fini, il reste encore un gros trimestre, on a fait pas loin de 20% sur la majorité des gros indices. Donc, les portefeuilles qui, s'ils n'ont pas bougé depuis le début de l'année, eh bien, ils sont à 20% pratiquement. S'ils sont bien diversifiés, ils sont pratiquement à 20%. Des portefeuilles qui avaient fortement pondérés sur le luxe, eh bien, sont à bien plus de 20%. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui que on continue à grimper. Pour l'instant, moi, je considère qu'il n'y a pas de catalyseur pour une nouvelle hausse importante d'ici la fin de l'année. J'ai un peu de mal à imaginer que on dépasse les plus hauts historiques, que ce soit sur le S&P, les 6009 sur le CAC. Donc, on a peut-être fait l'année déjà.
Et il est tout à fait possible, et c'est ce que je ressens déjà depuis quelques semaines, eh bien, on est plutôt actuellement sur des phases de range dans lesquelles, là, la moindre inquiétude, les investisseurs particuliers, institutionnels, eh bien, vont prendre aussi un peu une part de bénéfices. Alors, évidemment, il peut se produire des choses tout à fait inattendues. euh, une réaccélération violente de la pandémie, un nouveau variant, tout ça, c'est vrai que on peut difficilement le prévoir. Globalement, on a l'impression que l'économie s'est organisée avec la pandémie maintenant, hein, on a trouvé à peu près les parades. Donc, on n'est pas en position, en situation où on pourrait voir apparaître un crack, euh, je dirais, sournois, mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que on ait des progressions maintenant qui sont importantes. À titre personnel, moi j'ai allégé depuis le début de l'été, j'ai allégé un peu, mais j'ai allégé mes positions. Notamment, j'avais de fortes positions dans le luxe. Je m'en suis dessaisi dès que j'ai vu que ça allait commencer à baisser, dès que le gouvernement chinois a annoncé qu'il allait être plus exigeant vis-à-vis des riches, et à la première bougie rouge, j'ai sorti une part de mes positions, une bonne part de mes positions du luxe, mais j'ai gardé les autres. Donc, une stratégie qui indiquerait qu'on puisse un peu alléger est une stratégie qui ne choquerait personne. Après, on peut avoir aussi l'opinion qu'on puisse encore monter plus haut, qu'il y a encore des points à faire. Et voilà, moi, je n'ai absolument aucun conseil à vous donner. Chacun a, je dirais, sa stratégie personnelle, a son money management personnel. Moi, je vous ai dit ce que moi j'avais fait. Je préfère être un petit peu parce que ça peut aussi revenir vers le haut, ce qui me donne des liquidités aussi pour éventuellement racheter. Voilà. Donc, on aura du mal à aller plus haut, je pense. Les plus hauts historiques d'aujourd'hui sont probablement les plus hauts historiques de l'année, mais on ne voit pas arriver de situation où l'analyse technique ne nous indique pas aujourd'hui de situation qui, euh, euh, qui irait vers une situation de crash. Alors, indiquez-moi un peu quelle est votre propre opinion ou quels sont les éléments qui, pour vous, sont des éléments d'inquiétude. Alors, j'ai plusieurs questions. Question bulle immobilière ou pas? Alors, l'immobilier, c'est un secteur qui est tout à fait particulier. Alors, l'immobilier parisien, l'immobilier français, l'immobilier parisien en particulier, eh ben, a toujours été moins cher que les grandes places mondiales. Il l'a rattrapé. Cette hausse de l'immobilier, elle est bien évidemment entretenue par des niveaux d'intérêt long terme qui sont extrêmement bas. Alors, hausse des taux d'intérêt long terme, à mon avis, il y a une forte probabilité d'augmentation, mais on ne va pas passer je veux dire, de 1%, qui sont les bons taux actuels pour un endettement à 25 ans, on va passer à 4 ou à 5%. Ça, je vois pas le schéma. On est pour l'instant dans un monde où à la fois l'inflation et les taux d'intérêt ont été largement jugulés par deux acteurs. Le premier acteur, ça a été la Chine, qui a déversé des milliards et des milliards de marchandises à bas coût, qui a écrasé l'inflation. Et les prêts qu'a fait la Chine à de nombreux pays, et pas seulement aux pays africains, ni les pays sud-américains, pour acheter leur propre production. Donc, une augmentation de taux d'intérêt de 1 ou 2% aurait effectivement un phénomène euh, d'empêcher de désolvabiliser un certain nombre de ménages et qui pourrait entraîner une consolidation, mais un peu plus sur l'immobilier moyenne gamme, l'immobilier haut et
généralement peu affecté. Et dans le temps, l'immobilier de haut de gamme a rarement été affecté par des éléments de ce type-là. Alors, Subprime après Evergrande, pardon, pas Evergrande, Evergrande. Alors, ça va, on va dire, les marchés sont un peu rassurés. Mais le feuilleton Evergrande, il va pas s'arrêter demain, hein. Je pense qu'on en a encore pour quelques semaines, vu les montants et vu la partie de cache-cache qui est en train de se faire entre le gouvernement chinois et les créanciers. Euh, les Chinois, j'ai du mal à imaginer qu'ils abandonnent un de leurs fleurons. Ce serait, je dirais, une forme d'humiliation et ce serait véritablement marqué qu'ils sont en situation de décroissance de la croissance, enfin, de baisse de leur taux de croissance de manière significative. Et les Chinois n'ont en aucun cas intérêt qu'il y ait une grosse problématique économique dans les pays occidentaux aux États-Unis, parce que ces pays-là, ce sont leurs clients. Ils n'arrivent plus à avoir le même rythme d'augmentation de la production. Donc, ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que leur marché intérieur n'est plus sur les trends euh, dans lesquels ils étaient précédemment. Et donc, il faut refaire appel à l'extérieur pour réaccélérer la vente des produits. Donc, le message qui serait donné de laisser Evergrande tomber serait absolument catastrophique à la fois en Chine et à l'extérieur. Par contre, monnayer leur intervention vis-à-vis des gros créanciers, des gros fonds, ça, je pense qu'on peut leur faire confiance pour le monnayer. Alors, Yves dit, je pense à une hausse dans les semaines qui viennent suite aux résultats financiers des sociétés. Alors, euh, est-ce que les marchés globalement sont dans une bulle, les marchés boursiers? Et on l'a souvent dit, je n'en suis pas sûr, je n'affirmerai rien, hein, absolument rien. Je n'en suis pas sûr parce que jamais les résultats des sociétés en ont été aussi élevés. Alors, à part, si je mets à part deux secteurs économiques importants, qui sont la techno et le luxe, qui présentent aujourd'hui des PER euh, au-delà de 30 au niveau du luxe et même bien au-delà de 40 ou 50 sur la techno, à part ces deux secteurs, eh bien, les PER actuels ne font que montrer que les résultats d'entreprise sont en évolution perpétuelle. Alors, est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien. Par contre, une baisse de la rentabilité, une baisse des résultats des entreprises, et on le voit depuis pratiquement 2 ou 3 ans aujourd'hui, dès qu'une entreprise est déçue par le marché, alors là, c'est une claque, hein, c'est 10-20% sans aucun problème, des gaps monstrueux, parce que, eh bien, il y a suffisamment de bons papiers sur le marché. Quand on a un papier ben, qu'on croyait être bon et qui n'est pas bon, eh bien, il faut vite s'en dessaisir. Donc, on a un marché aussi qui est extrêmement sélectif et qui remet à son niveau ceux qu'il estime être lui-même surcotés. Donc, le marché fait une part du nettoyage également. Euh, Gilles me dit, bien souvent, les cracks arrivent après de fortes hausses et personne ne les voit venir. La veille du crack, parfois, la hausse est de 2 ou 3%. Alors, oui, vous avez tout à fait raison, hein, il peut y avoir, on n'est jamais à l'abri, on n'y est jamais. Le 10 février ou le 15 février 2020, personne n'aurait imaginé que les marchés allaient perdre 20 à 30% en moins d'un mois à cause de l'arrêt de l'économie. Donc il peut se produire effectivement des phénomènes. Ça a été Lehman Brothers en 2008. Il n'y aura pas de nouveau Lehman Brothers parce que avec les différents MIFID, BAL 1, BAL 2, BAL 3, bon, il y a, espérons-le, un peu moins d'inquiétude. Et puis, il y a dans le monde une épargne absolument colossale.
Alors, il y a un endettement privé colossal, mais il y a une épargne qui est colossale également, qui continue à fonctionner. Alors, oui, on peut avoir on n'est pas à l'abri à tout moment, dans tout type de marché. Aujourd'hui, la seule chose que je dis, c'est que quand on regarde globalement les actifs tels que ceux que l'on a vus, on a de temps en temps des petits coups de mauvaise humeur, mais on perd quoi? On perd 4, 5%. Et sur des volumes qui sont mais un peu plus importants pendant 2, 3 jours, par rapport à ce qui a été accumulé depuis 1 an et demi, c'est négligeable. Alors quand on verra effectivement sur un certain nombre de niveaux, d'avoir des situations où on est en range. Ça, c'est un signe. Des ranges en dessous de résistance importante. Et ensuite, il y a attention, attention, on peut être en phase de distribution. Et ce phénomène-là, alors, prendre par exemple, même si ça n'a pas de signification, regardez ici, une zone comme ici où on a hésité, c'est pas forcément un bon exemple, hein, mais regardez dans les jours qui ont suivi ici, eh bien, ben, on a eu des dégagements. On a eu des dégagements sur le gold. On était en phase de distribution et après, on est reparti. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement ces situations de distribution. C'est assez discret parce que les marchés étant volume étant demandeurs, eh bien, les grosses mains eh bien, essaient de le faire soutiennent les cours en vendant de manière plus raisonnable. Et puis, de toute façon, les grosses mains, hein, dans des gros cracks, ils sont à voir aussi. Au mois de février de l'année dernière 2020, eh bien, les BlackRock et autres, eh bien, ils ont pris cher également. Donc, on peut pas tout prévoir. Donc, les résultats des entreprises sur le troisième trimestre devraient être un peu moins bons que le deuxième, puisqu'il y a toujours la période des vacances. Donc, on comparera peut-être plus au troisième trimestre, pardon, le Q3 de l'année dernière. Si effectivement il y a une baisse sensible des résultats qui n'est pas attendue, puisque eh bien, il y a plutôt une phase de croissance. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont gênés par des problèmes de pénurie ou des problèmes de main-d'œuvre. Mais ça, c'est tout à fait conjoncturel. Euh, c'est les éléments qui seront avant-coureurs, c'est vraiment ces éléments dont on a parlé, des phases de distribution, des nouveaux plus hauts qu'on n'arrive pas à passer, donc à des moments où les gens disent que c'est peut-être le moment de prendre ses bénéfices, c'est des consolidations qui sont plus importantes que ce que l'on a pu voir. Et puis, j'ai donné les niveaux, et bien le fait de casser des niveaux de moyen terme. Alors là, oui, c'est grave. Euh, alors Jean-Marie dit attendre les publications du troisième trimestre. Alors, dans les périodes qui viennent, il va y avoir un certain nombre de rendez-vous importants. Il va y avoir évidemment, entre globalement 15 octobre et 1er jour de novembre, il va y avoir les résultats. Et puis, il va y avoir la prochaine réunion de la Fed où on en saura un peu plus. Et a priori, M. Powell, hier soir, l'aurait à peu près promis. Donc, on aurait les éléments correspondants, au montant de réduction des injections, deux, un calendrier, et surtout, on commence quand? Là, on voit quand même que le marché a été bien préparé, parce que il y a eu le phénomène Evergrande qui est venu se mêler, mais globalement, les marchés n'ont pas attendu avec inquiétude la Fed, hein. Je faisais un webinaire hier avec un de mes clients, et le titre que j'avais donné au webinaire, c'est les marchés attendent la Fed, attendent M. Powell avec confiance. Donc, pour l'instant, on a compris également que ce tapering serait euh, organisé avec la plus grande prudence, avec les certitudes que la croissance était établie, que l'emploi fonctionnait bien. Donc, je crois que le marché aujourd'hui est rassuré quant à la façon
dont la Fed va mener la réduction des liquidités. On va clore sur ce chapitre, hein, ça fait plus d'une heure, je ne pensais pas qu'on resterait autant, et je veux quand même vous montrer un certain nombre d'actifs, à la fois d'actifs qui ont été demandés, et puis de secteurs qui sont des secteurs importants. On va commencer par le luxe, et on va regarder Kering. On va regarder Kering. Alors, bon, on va passer très rapidement sur l'hebdomadaire. Tchouc, 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 ouais, on peut rester là-dessus, hein. Donc, on voit même en particulier, donc là, depuis le début de l'année, on a, comme dans tout le secteur du luxe, une montée absolument fabuleuse, hein, de ce secteur. On a eu sur certains Hermès, en un an, on a doublé. Kering, c'était un petit peu moins. Et on est arrivé à un point haut. Un point haut ce jour-là, 13 août. C'est pas rien. C'est le jour où les autorités chinoises ont dit que, eh bien, il fallait que les riches, les milliardaires participent à l'effort du pays et qu'ils allaient être beaucoup plus taxés. Et donc, ça a été interprété par le secteur du luxe, ben, qui dit plus taxé dit un peu moins consommé, et qui dit un peu moins consommé, ben, consommer des produits de luxe. Et c'est là on a eu un premier gap, et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai allégé ma position sur le luxe, parce que eh bien, ben, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Alors, on a eu effectivement un premier gap. J'ai oublié de mettre le deuxième, hein, qui n'est pas tombé. Excusez-moi, hein, j'ai loupé. Euh, et on a eu une petite reprise et on est reparti la semaine dernière. Alors, on est actuellement en daily. On a cassé le dernier plus bas dans la hausse. Et puis, vous voyez, on a un plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Donc, on est passé en tendance baissière de court terme. Donc, la tendance, elle est baissière pour l'instant, hein, pas à long terme, hein, et le mouvement, on a ouvert un petit gap aujourd'hui, hein, on a ouvert un petit gap ici. Donc le mouvement actuel n'est ni plus ni moins qu'une consolidation de mouvement baissier. C'est pour ça que j'ai tracé les retracements de Fibonacci pour quantifier les différents niveaux, pour savoir si on franchit pas, où on va et comment. Donc on voit aujourd'hui donc, que l'on a franchi, et même en gap, on a franchi le 38,2. Le niveau juste au-dessus, ici, à 661, est un niveau particulièrement important, puisque vous voyez ici, c'est un niveau de polarité, ça a été résistance, puis support, et c'est également le retracement 50% de Fibonacci. Donc, il faudra surveiller la possibilité de franchissement du 50. Au-dessus, on a le gap qui a été ouvert le 14 septembre, et vous voyez que le retracement 61,8 passe à l'intérieur. Gap 671, 675. Et puis, eh bien, si on franchit le 61,8, si on franchit ce gap en clôture journalière, on a là une grande probabilité de revenir chercher le plus haut ici, le plus haut dans la baisse, c'est-à-dire 707 euros. Niveau qui est à l'intérieur d'un gap que je n'ai pas tracé, que je vais tracer maintenant. Donc on l'a partiellement fermé. Voilà, il est même un petit peu au-dessus. Il est un peu au-dessus, hein. Ah, tchic, tchic. Donc voilà les étapes au niveau de Kering pour revoir les sommets. Donc ça, il y a encore franchissement de ce gap, donc pour pouvoir espérer revenir vers les 780, ouais, presque 800, hein, en mèche. On a presque les 800. Donc pour l'instant, le luxe n'est pas en bonne situation. J'avais préparé le VMH.
Voilà, on va le passer en hebdo. En hebdo, je dis, hop, voilà. On a à peu près le même phénomène. Donc, une montée très forte. Et puis, eh bien, le même niveau de consolidation. Par contre, on va passer en daily. Là, je ne l'ai pas tracé, mais on voit clairement, si je compare par rapport à Kering, par rapport à ce dernier plus haut dans la baisse, on a passé déjà le retracement 61,8 de la dernière jambe de baisse. Donc, on peut aller rechercher ce niveau de 674. Il est quasiment comblé, le gap ici. Il est comblé. Oui, il est comblé. Il est comblé en clôture journalière pile poil. Donc, alors, on a plus de chances que sur Kering de revenir sur le dernier plus haut à 674, et puis derrière, mais lui aussi est en consolidation d'une tendance baissière de court terme dans un grand mouvement haussier. On va regarder automobile, on va regarder Renault. Je vais repasser en hebdo. Je ne me rappelle plus. Alors, Renault, donc on a Renault, donc depuis, ah, Renault, on est parti quasiment de 100 euros. Oh là là. Voilà, Renault, début 2018, on était proche des 100 euros. On était à 100 euros. Et vous voyez, on est descendu au mois de février l'année dernière, au plus bas, on est descendu à 12 euros. Donc on a pratiquement perdu 90% de la valeur de l'entreprise. Depuis, eh bien, on est reparti vers le haut, dans de tendance baissière qu'on voit chez la majorité des actifs. Par contre, on n'a même pas refait la moitié de la baisse. Donc Renault et l'automobile restent encore aujourd'hui un secteur faible. Et vous voyez que on est rentré dans un canal baissier que l'on va retrouver en quotidien. Voilà. Voilà, notre canal baissier. Et on voit qu'on évolue, il est même assez propre, ce canal. Et on évolue, on va, à part là, on va chaque fois aller tester une fois, deux fois, trois fois. Et ici, une fois, deux fois, trois fois, on va tester le haut du canal. Donc, Renault est en consolidation d'une tendance baissière forte. Et l'objectif, donc, on a trouvé un support pour l'instant à 27,92. Et donc, on revient. On a refranchi ici un niveau important qui est à 29, qui était la dernière touchette du canal baissier. Et on a comme objectif aujourd'hui, on a le premier ici qui est 31,80, qui est un niveau important puisque c'est à la fois un niveau de polarité, donc ici support, support, résistance, résistance. Donc, on va arriver donc un cluster de résistance qui va être important entre eux, donc au niveau de 31,80. Alors, soit première possibilité, on sort du canal baissier et on a un certain nombre de niveaux de résistance et je vais en rajouter un qui est un niveau extrêmement important qui est ici, qui est le dernier plus haut dans la baisse. Donc, le fait de franchir 34,40 mettra fin à la tendance baissière sur Renault. Automobile, j'ai Stellantis également.
Pas. Il est là, Stellantis. Alors, bon, on est en jour, donc on voit que Stellantis est en tendance haussière. On a vraiment un schéma qui est, j'aurais presque pu tracer, je ne sais pas s'il y a un canal, mais en tout cas, il y a visiblement une droite de tendance ici qui est tout à fait importante. Je vais voir ce que ça donne. Là, prolonger. Voilà. Donc on a une droite de tendance haussière au niveau de Stellantis. Le mouvement est clairement haussier. Donc on voit qu'il n'y a pas un secteur qui lui-même pose problème. On a des entreprises à l'intérieur et Stellantis euh, étant donc une vraie tendance haussière, hein. On a toujours plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, toujours plus haut, plus haut. Et là, on a fait un nouveau plus bas sur un niveau, lui, qui est un niveau important, puisque c'est aussi un niveau de polarité, qui a fait support, qui a fait résistance avant d'être franchi, qui a fait support à nouveau. Donc, on est plutôt tourné vers le haut au niveau de Stellantis. On va se mettre en Ishimoku pour changer un peu. Voilà. Bon, Ishimoku ne nous dit pas grand-chose en hebdomadaire, si ce n'est que c'est très bien. On va descendre en jour. Là. Alors, Stellantis, donc, marque une chose. Un, donc on vient de refaire une touchette sur un contact avec l'oblique. Et pour l'instant, eh bien, on regarde dans quelles conditions on va repartir vers le haut. Donc, pour l'instant, on a clôturé ce soir à l'intérieur du gap qui avait été ouvert en début de semaine, hein. On va l'appeler le gap Evergrande. Et l'oblique et le niveau important de 15,91 ont arrêté les cours à la baisse. Et là, on est à l'intérieur du gap, donc qui maintenant est réduit. On est à franchir bon, une Kijun qui est pentue, donc un petit peu plus facilement. Le franchissement donc du niveau de quasiment du niveau de clôture aujourd'hui à 16,80 est un niveau d'autant plus important que c'est le niveau, c'est le plat de Kijun de la Lagingspan. Donc, si on franchit ce niveau, le niveau important suivant, c'est 17,15, parce que la lagging span va se trouver face au mur des prix. Et en fait, on sera vraiment ce que j'appellerais tranquille, avec une tendance haussière qui aura repris tous ses droits au niveau de Stellantis. C'est lorsqu'on aura franchi ce niveau à 17,56 qui est un plat là de Kijun qui va marcher pour les prix et pour la lagging span. Si on franchit les deux, on est rentré en tendance haussière confirmée. Et à ce moment-là, eh bien, l'objectif, c'est de retrouver les plus hauts, de revenir vers 19, et puis d'aller plus haut le cas échéant. On va regarder rapidement, on va regarder Total Énergie, TTE. Voilà, Total. Alors, Total, c'est haché quand même, hein, comme en termes tendance. Alors, on a eu évidemment, on a toujours notre grande baisse hein, ici, où on avait plus de demande en pétrole. Et puis, on a eu une remontée qui a pas été si facile que ça, puisque là, on a, ouais, ici, on a retracé même plus du 61,8, hein, bien au-delà du 61,8, et on est reparti. Actuellement, moi je considère on n'est pas en tendance, hein. On est dans un range aujourd'hui qui est globalement entre ici 34, hein, 33,90, 33,95 et ici 41, 41,40, 41,50. Donc, on a repris effectivement, on est venu quasiment toucher
de manière très bonne. Hein. Ce niveau, il fonctionne vraiment bien puisqu'on n'y est pas allé et même avant même de l'avoir touché, les acheteurs ont repris immédiatement la main euh, d'une manière assez importante. Donc là, on a comme objectif, premier objectif, je dirais, de moyen long terme, le franchissement donc de 41, 41, 45, 41, 50, avec derrière eh bien, les niveaux 44, 44,09. Et puis si on va plus loin, je ne les ai pas tracés, mais on peut facilement les rajouter. On a oui, donc ce niveau ici, et après on a ici, voilà, on a un niveau ici à 46,20. On va passer en Nishimoku quotidien. Donc, Ishimoku quotidien indique eh ben, que on a bien rebondi sur les niveaux, sur le bas du range. Et là, on est en daily, on est en Ishimoku en tendance haussière. Les cours ont franchi ici le nuage. La lagging span a franchi le nuage. Donc, on est en tendance haussière. On a de moyen terme, hein. On a même ouvert ici un gap hier matin. Donc, on a ben, les objectifs court terme. Donc, c'est 40,26, 40,94, 41,47. Et puis, ben, ceux que l'on a vus en moyen long terme. On va regarder maintenant que j'en ai quelques-uns qui ont été demandés, que je n'ai pas traités. Et donc, je ne voudrais pas décevoir ceux qui me les ont demandés. Donc, j'ai Carrefour m'a été donné. Voilà. Carrefour en hebdomadaire. Alors, Carrefour, bon, c'est clair qu'il n'y a pas de tendance. Carrefour, il n'y a pas de tendance. On est là aussi dans un espèce de range qu'on veut casser de temps en temps entre 13 et, on va dire 13 et 18, entre 13 et 18 euros. Bon, des fois, on ne dépasse pas 17,45, mais pour l'instant, on est vraiment englué à l'intérieur de ce range de long terme. On va regarder maintenant en daily. En daily, donc on est sur une phase qui est une phase baissière, une phase qui s'est arrêtée il y a quelques jours, hein, la phase Evergrande, le 20 septembre, comme tout le monde, à 14,52. Et là, maintenant, on est en consolidation de ce mouvement baissier. Donc, qui dit consolidation, comme tout à l'heure, je mets mes retracements de Fibonacci. Et on voit que ce soir, on n'a pas réussi à tenir le premier niveau important de Fibonacci qui est à 15,60, qui est à la fois le niveau 38,2 et qui est aussi, comme vous le voyez, un niveau de polarité. C'est un niveau de résistance ici, niveau de résistance ici, niveau de support ici, niveau de support qui a été derrière cassé. Et là, on voit que, eh bien, les vendeurs ont pris la main à ce niveau-là. Donc, la dynamique au niveau de Carrefour, pour moi, elle n'est pas assurée, loin de là. Imaginons qu'on franchisse notre 38,2, on arrive derrière sur le 50, qui lui-même est un niveau de résistance, donc 16,02, donc le 50%. Donc, il y a de la résistance au-dessus. Troisième niveau de résistance, je l'ai mal indiqué, excusez-moi, mon gap, il n'est pas là. Ce niveau, j'ai mal tracé. Bon, excusez-moi, je laisse comme ça parce que je ne vais pas arriver à aller chercher le bout. Donc, le niveau de gap que j'ai mal tracé, qui est entre 16,21 et 16,79, donc il va falloir le franchir. Et à l'intérieur du gap, on a notre retracement 61,8. Donc, j'ai un peu de mal aujourd'hui à imaginer une évolution haussière de Carrefour
on a vraiment des niveaux de résistance extrêmement forts. Et on voit que l'on a en plus, on a des clusters de résistance. Résistance 38,2, résistance 50, gap 61,8. Je voulais également voir Saint-Gobain et Fnac Darty. Ce seront les deux derniers que l'on Saint-Gobain. Saint-Gobain que je vais mettre en hebdomadaire. Saint-Gobain, c'est beau, hein? Saint-Gobain, c'est beau, c'est propre, et on va être rapide à. Donc, on est dans un mouvement haussier depuis l'année dernière, au mois de février. On a fait un plus bas autour de 16, on est à 64. Ça fait exactement une multiplication par 4 en un an et demi. Alors, ceux qui étaient dedans, alors bravo de votre perspicacité. Donc, on est à l'intérieur d'un canal haussier que on est actuellement sous une consolidation et on a un niveau qui est très important, qui est 50, 58,66, hein, un niveau important donc de moyen long terme, puisque c'est à la fois, je dirais, quasiment le bas du canal haussier, et puis c'est un niveau de polarité, résistance, résistance, et là, support. Donc, la rupture de ce niveau euh, serait un affaiblissement tout à fait important de la tendance. Ensuite, les niveaux justement de suivi de la tendance, c'est ici 54,30 et la rupture de 52,39 serait un niveau qui invaliderait le mouvement haussier que l'on connaît depuis un an et demi. Ah, vous voyez, on n'est quand même pas actuellement dans un rapprochement. Et le marché ou ces actifs, ils sont quand même pas mal balisés, hein. On a des niveaux qui sont propres. D'une manière générale, on a des niveaux propres en analyse technique. Donc, le marché, il est plus facilement balisé. Donc, on voit ici en daily, je vais même me mettre en Ishimoku. Non, ça ne sert à rien puisque on est très au-dessus, on est très fort. Donc en daily, on retrouve donc notre niveau ici, qui était un niveau de risque, hein, notre niveau de 58,66. On voit que on avait ouvert un gap le 20, on a refranchi, qu'on a comblé immédiatement. Et là, eh bien, on est sous une petite un niveau de résistance court terme ici qu'il va falloir franchir. Alors, c'est de la résistance court terme, hein. C'est même une petite polarité court terme ici à 61,97, puisqu'on voit que ça a été un niveau de support ici et un niveau de résistance. Donc, objectif pour repartir agréablement dans la tendance haussière, c'est le franchissement de 61,97 qui nous amènera au plus haut à 64, 64, 65. Et le dernier, Fnac. Fnac qui est pas très beau. Fnac qui est pas très beau. Fnac Darty, il faut que je le retrouve. Allez m'y retrouver. Le voilà. Fnac. Je vais repasser en week-end. Oui, voilà. Alors, Fnac Darty, comme je vous l'ai dit, c'est pas très beau. Là, on a un mouvement de baisse tout à fait fort, hein. On voit, c'est un peu comme on a vu sur un autre actif, hein, depuis 2000, comme Renault, depuis début 2018, on était à 105 euros. On est descendu au plus bas à 15 euros, 16 euros. On a une situation qui est en fait assez proche de Renault. On était capé par une oblique baissière qu'on a réussi à franchir en novembre 2020. On est revenu tester cette oblique et on a rebondi dessus. Donc ça, c'est très bien, c'est très propre en analyse technique. Moi. Et puis, je vais... Mais... Et puis, on voit que on est, depuis
Depuis mars, hein, ça fait presque 6 mois, 5 mois et demi, qu'on est dans un range duquel on ne bouge pas. Euh, entre 52,05 et 60,30. On va passer en daily. Euh, Donc alors les bornes du range fonctionnent pas mal, hein, d'une manière générale, à part bon, quelques mèches, mais c'est normal. Donc on est aujourd'hui un petit peu au milieu de nulle part. On est à l'intérieur du range. On a quand même ouvert un premier gap hier matin, un deuxième gap ce matin, et on a clôturé aujourd'hui sur pareil un niveau de résistance ici à 57,04. Donc lui, eh bien, il est à franchir pour effectivement revenir vers donc 57 pour revenir vers 60, 30. Bon, je suis un peu de mal à imaginer que si même on revient sur 60-30, euh, j'ai du mal à imaginer, sauf nouvelle organisation ou autre de la société, j'ai du mal à imaginer que l'on sorte du gap comme cela. Voilà, donc ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble, c'est bien. Je prends la dernière question et je vais vous souhaiter une bonne soirée après la dernière question, s'il y en a une. Sur les actifs que l'on a vus, vous voyez que l'on n'a pas, même sur les actifs faibles, hein, des actifs faibles comme Renault, des actifs faibles comme Fnac Darty, on n'a pas de structure qui laisserait entrevoir un crack. Bon, s'il n'y a pas de questions, si j'ai tout dit et que tout vous convienne, il me reste à vous remercier d'être resté tout ce temps avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée et puis ben, j'espère au mois prochain. Alors, vous savez que de la part de Data, donc vous aurez le replay qui, je pense, sera disponible demain, je crois, milieu, fin de journée. Je ne sais pas exactement à quelle heure. Bonne soirée à tous.